poser. Parce que j'avais des scotch, tu vois. J'arrivais pas à poser mon sillon sur le premier disque. Avant même de commencer, toi, tu prépares. Ah. C'est Gérald qui est venu et qui me l'a posé, quoi. Qui me tenait les disques. Fini de rigoler, quoi. Il y a du niveau, tu vois. Faut péter le truc, là. Il faut t'énerver, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, j'ai travaillé à mort. T'avais une chemise, j'ai dit, mais c'est qui, lui? Alors, je vais te dire la chemise, parce que j'aurais jamais eu une chemise comme ça, mais c'est ma mère qui m'a acheté la chemise et qui m'a dit, mais la chemise, ça va te porter bonheur. Oh Incroyable. Il est rentré comme un voleur. Comment il va? Toujours beau gosse, comment tu vas, Nico? Bah, bien, je t'en prie. Comment il va? Bien. Bienvenue dans... Attends. Non, pardon. Attends. Ouais, mais non. Bah oui, mais c'est toi aussi. Mais non, mais Nico, t'es relou. Pardon. Ah la vache. Non. C'est juste improbable. Ouvre un peu la fenêtre, s'il te plaît. Excuse-moi. Pardon, excusez-moi. Allez, on y va. Non, mais... Oh non, mais non, mais... Non, oui, enfin. Non, mais abuse pas. Un best-of. Hein. Non, mais n'abuse pas. Non, vas-y. Tu sais, c'est comme si t'avais plein d'invités et ceux qui te mettent la honte, c'est la famille. T'es mal, hein. Bon, comme ça. Hein. Ok. Allez. Et le problème, c'est que quand ça part en fourrure avec lui, ça reste. Attends 2 secondes. Faut pas que je le regarde. On est bon? Ok. Qu'est-ce qui est relou? Attends. Limite pas sortable. Vas-y, on y va, c'est bon. La bûche, comment elle était faite? Il y a un moment, tu sais, au bout d'1 heure, je vais être là. Comment il a levé la bûche? Attends, putain. Crazy leg. Ouais, non, obligé d'attendre, là, ça n'a pas de sens si je prends comme ça. Attends, putain. Nico, t'abuses. Là, j'étais bien. Ok. Pardon. Vas-y, on y va. Attends, mais 2 secondes, parce que là, ça se voit que j'ai rigolé. Attends 2 secondes. Ah, ta gueule. En même temps, t'as l'air sympa comme ça. Vas-y. Oh, c'est bon. C'est quoi? Je vais pas le faire là, je vais le faire là. L'annonce, parce que là, je suis... Tu veux te rapprocher, hein? Vas-y, top. Ok, nouveau numéro du podcast Respect avec... Alors, j'ai toujours des invités spéciaux, mais là, vous allez comprendre que c'est très spécial. Et j'ai l'honneur, le privilège de recevoir Crazy B, DJ, l'un des DJ d'Alliance Ethnique. Et il est là. Crazy B, bienvenue. Salut Kamel. C'est un plaisir. Mais non, mais tu rigoles. Bah vas-y, c'est pas possible. Attends. Bah oui, mais c'est le problème. Mais non, mais... Enfin... Interviewé par un pote à toi, c'est compliqué. Ah, c'est dur. Bon, vas-y, ouais. Ico, comment vas-tu? Attends, là on enchaîne donc après la présentation. Donc tu m'as dit, ouais. tu m'as déjà lancé. En vrai, c'est à moi de parler, non? C'est pour faire le raccord en vrai, parce que là ils sont en misère. On peut toujours annuler. Oui, au pire. Attends 2 secondes. Ok, doucement. Putain, merde. Donc t'as fait la présentation, c'est à moi de parler en vrai. Pas attends, toi. Non, je vais refaire ça. Nico, ouais. Comment vas-tu? Refais la présentation. Je refais la présentation? Ok. Deuxième. Ok.
Donc, nouveau numéro du podcast Respect avec des invités toujours aussi spéciaux. Et là, il est vraiment spécial. J'ai l'honneur et le privilège d'avoir Crazy B, DJ d'Alliance Ethnique. Nico, comment vas-tu? Super, Kaman. Je suis ravi de te voir. Je suis ravi de participer à ce podcast. Bah, moi, c'était important que tu sois là pour les raisons que tu connais. On a tenté d'avoir Alliance Ethnique, mais pour des problèmes d'emploi du temps. Mais nous aurons Alliance Ethnique au complet. Et, en tout cas, je suis ravi que tu sois là parce que moi, je vais être honnête avec toi. Bon, outre le fait qu'on ait bossé ensemble pendant toutes ces années, outre le fait que tu es quelqu'un que j'aime bien, je pense que il faut mettre en avant les gens comme toi parce que t'es pas proposé aux gens à ta juste valeur et on va le faire aujourd'hui. C'est important. Waouh, ouais. C'est gentil. Ouais, non, mais c'est sincère en plus. Ouais, je sais. Ouais, d'autant plus, c'est gentil. Ouais. Donc, alors ici, c'est bon. Toi, tu vas adhérer au concept. C'est pas un podcast où on vient faire sa promo. C'est pas un podcast où on parle politique. C'est vraiment sur l'individu, sur le mec et son parcours, en fait. Tu vois, le pourquoi du comment. Voilà, c'est le plus important. Ce qui nous importe, c'est vraiment l'individu, son parcours, et puis son environnement familial et compagnie. Donc, ta carrière, on la connaît tous. Parle-nous de toi au début, où tu as grandi, ton environnement familial, avant que le DJing arrive et que le hip-hop arrive. Donc, j'ai 55 ans, je suis né en 1968 à Sarcelles. T'es un mec du RERD, en fait. Ouais. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans à Garches-les-Gonesse avec mon père et avec mes 3 frères qui étaient des demi-frères. D'accord. Puisqu'il y avait déjà 2 pères différents. Mon père a pris ma mère avec ses enfants. Ouais, d'accord. 3 enfants. Mais bon, pour moi, c'est mes frères. Je suis né, ils étaient là, voilà. Puis après, on est parti dans le 78. Où ça? À Plaisir. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est là, ok. Donc, mon père a... T'as quel âge quand tu pars à Plaisir? 5 ans, 6 ans. Ok. Donc, je pars à Plaisir. Là, l'environnement, il est un peu ambiance à l'américaine, Los Angeles. Ça veut dire petite maison individuelle. Des domaines de l'époque, non pas du tout cités, hein, mais... Voilà, donc on est là avec les 4 frères, mon père, ma mère. Super environnement. Et là, je découvre la musique. Donc, musique très large avec mes frères. Ça commence par quoi? Donc, il y avait beaucoup de musique chez moi. Ouais. Tout le monde écoutait de la musique. Donc, ma mère, elle pouvait écouter du Véronique Sanson, du classique. Mon père écoutait du jazz, d'autres choses, du rock aussi. J'ai un frère, il écoutait du Fela, donc tout ce qui était plutôt funk, Roy Ayers et tout ça. J'ai un autre grand frère, lui, il était dans la culture pop anglaise, enfin, même punk anglaise, ça allait de... Donc, toute la musique plutôt anglaise, avec des choses très intéressantes. Et l'autre, il était plus dans le classique, il était un peu plus... Super éclectique, en fait, la famille. De fou. Ouais. Et toi, c'était assez atypique, déjà. Et toi, tu te positionnes où dans tout ça? Dans tout ça, je me positionne dans cette famille. Tu prends un peu de tout, quoi. Je prends un peu de tout, j'écoute. T'es le plus petit? Ouais, je suis le plus petit. Ok. Je suis mon père et ma mère, je vis avec eux. C'est ça, ouais. Les autres frères, c'est pas... Mon père n'est pas ça. leur père. Non. Ouais. Donc voilà, on vit dans une sorte de liberté des années 80, on découvre la musique, il y a vachement de... Je sais pas, c'est super enrichissant. Et puis, il y a beaucoup de choses pointues qui m'arrivent vite dans les oreilles, que ce soit la musique anglaise, la musique soul, la musique black. Donc, j'ai déjà accès à ça d'entrée. Et après, je suis un passionné de musique. En vrai, la musique, c'est un truc qui est d'une importance primordiale pour moi. Et du coup, c'est l'époque des radios libres. D'accord. Et là, je commence à mettre à fond dans la musique, à écouter tout le temps de la musique, à découvrir, ce qui était beaucoup plus rare à l'époque et plus compliqué. Mais on avait les radios libres, ce qui est proche de maintenant des podcasts de musique ou des choses, tu vois, où des gens... Il y avait les radios libres, ça a été arrêté après, mais ça nous permettait d'écouter des choses qui n'étaient pas genre des choses formatées radio. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, j'étais un passionné par la funk et ma musique de cœur depuis toujours.
J'ai commencé à danser la funk avant tout. Moi, perso, Toi-même, tu sais. moi, je connaissais pas. Non, parce qu'il y a personne qui peut gazer avec toi ici. Non, bah si, maintenant. Oui. Non. T'as toujours le pas glissé. Et en tout cas, j'étais vraiment... donc, c'est mes premiers amours. Et j'allais dans une boîte donc à Paris 2 à l'époque, qui était une boîte qui ouvrait à 14h. Je crois qu'il finissait à 18h. Et qui jouait que de la funk. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'était le dimanche. Non, mais c'était autorisé à nos âges. On ne pouvait pas aller en boîte, tu vois. D'accord. Donc, c'est là où j'ai vu les premiers héros, on va dire... de tout ça, les danseurs, tu vois, donc c'était le délire jazz rock, hein. Avant même funk, c'était surtout jazz rock. Donc il y avait des sortes de légendes urbaines déjà, tu vois, c'était déjà les concours, et c'est comme ça qu'on faisait des connexions. C'est comme ça que j'ai rencontré Doc Phil, avec qui j'ai fait Rap Sonic après. Qui m'a vu danser, il m'a dit, mais ce mec-là, faut que je lui parle. C'est mes premiers émois, tu vois, avant le hip-hop. Le hip-hop était pas encore... Mais t'avais ton petit nom dans le monde de la danse quand même un peu. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que franchement, il y avait des tueurs à l'époque. Enfin, en jazz rock, c'était franchement, il y avait des tueurs. Je peux dire les noms Cabana, il y en avait un autre, je sais plus. Mais bon, voilà, tu vois, les mecs étaient reconnus pour ça. Ils dansaient avec une canne, façon... J'adorais le jazz rock, je trouve que c'était un délire. Des petites légendes urbaines, quoi. Voilà, et puis les B3, toi, ils viennent du 78, tout ça un peu. Black Bomber, là. Ouais. Donc, déjà cette culture, et puis le hip-hop qui arrive après. Choc télévisuel en regardant une émission, je crois que c'est Megahertz, ça s'appelait. Ah ouais, c'est vieux, ça. Ouais. Où il y a tout le hip-hop du Bronx, tu vois, enfin, hallucinant, quoi. Je découvre le DJing, le break en même temps. Sur cette émission? Ouais, sur cette émission, tu vois, c'est le choc, quoi. On voit des mecs tourner... Donc avant hip-hop, avant HIP à choper. Ouais, avant hip-hop. Ouais. Donc là, alors ils étaient venus en tournée en France. C'est ça. Donc c'était le concert. Moi, je les ai pas vus à l'époque, mais je découvrais ce truc-là et là, ça a été un truc de création d'énergie. Donc il y avait les graffitis, Futura 2000, il y avait tout le monde, je sais plus les noms. Ah, il y avait déjà Futura. Ouais, ils étaient tous là. Les mais c'est pas un Français qui avait fait cette tournée, qui avait organisé cette tournée? Je sais pas, franchement, je sais plus. Mais en tout cas, c'était à la télé et j'ai découvert ça et on voyait tout en même temps, tu vois, toutes les disciplines. Avec tous les gros acteurs du truc. Donc c'était un choc, quoi. D'accord. Donc on s'est... Voilà, ça a créé une impulsion qui a fait que je me suis mis un peu à breaker, moi qui dansais la funk. Mais là, par contre... Je connais ta coupole. C'est la coupole que j'ai jamais passée. Et donc j'ai essayé de passer la coupole. Tu vois, non, mais on était dans tout ce délire. Et puis bon, la danse break, j'ai vu que j'arriverais pas à un niveau... C'était pas mon truc, en vrai, de base. Ouais. Et puis j'aimais mixer les sons depuis toujours. J'écoutais la radio, je faisais des mix avec un radio-cassette. Je faisais des bidouilles sans que ça soit relié. D'accord. J'enregistrais avec un radio-cassette, j'avais une platine et j'avais un autre radio-cassette. J'avais même pas de pitch. Hein. Mais toi, j'étais déjà dans le délire de mixer en bidouillant. Donc j'ai vraiment fait ça à la base. Et puis après, j'ai compris. Puis j'ai commencé à découvrir les DJ, à découvrir Dynasty aussi par la radio. Tu le découvres à quel moment, Dynasty? Les dates, faut pas me demander. Non, mais un peu après, après. Il est où? Il est dans quelle radio? Il est dans... Alors, je le découvre, je crois que il y a Carbone 14 où il faisait des mix, qui était une radio complètement starbée, un peu complètement libre. Voilà, mais je me souviens de cette époque. Et puis après, c'était Radio 7. Radio 7, ouais. Où là, ça a été vraiment la découverte de Dynasty. Il y avait aussi RLP, que j'écoutais beaucoup sur Radio 7, qui était un peu moins dans le délire scratch, mais qui nous alimentait de funk, de mix, de choses vraiment superbes. Il y a plein de mecs comme ça, un peu, j'ai oublié des noms. Mais Radio 7... Il y avait Smith et Wesson, je ne me rappelle plus de cette émission quand j'en parle, qui eux, étaient super pointus en soul, en funk. Bon, voilà, j'ai des souvenirs. C'est la grande époque, quand même, ces radios libres là. C'était une folie. En vrai, ça nous a fait une culture qu'on n'aurait pas eu autrement. Quoi. La radio, c'était une folie pour moi. C'était enregistré, tu vois, la cassette, la valeur de la cassette, par exemple. Les trucs de Dynasty, c'était fallait pas louper le show, tu vois, parce qu'après, tu avais des sons et puis tu pouvais pas les acheter derrière. Ouais. Exact. Donc, toute la cassette avait la valeur. Tu n'avais pas Internet, tu trouvais pas le truc derrière. Donc, la cassette était un objet...
comme le vinyle, hein, l'appartenance du vinyle. Mais la cassette, bah, ça regroupait plein de choses. L'objet en lui-même, ouais. On en était à se balader avec des postes. On l'a tous fait dans l'image du hip-hop avec des postes parce que voilà, la cassette, c'était tout, quoi. Et comment dirais-je, donc, tu découvres Dynasty. Enfin, je découvre le hip-hop américain, Dynasty. Avant, Dynasty. Dynasty, c'est la première fois que tu vois un Français, genre, mixé. Ah ouais, Dynasty, c'était aussi une révélation. Alors, je sais plus la première fois que je l'ai vu en live. J'ai un peu un doute, mais ça passait par les émissions. On l'écoutait. Le mec, il allait aux États-Unis, il revenait avec des disques, donc il alimentait tout le monde, quoi. En vrai, il nous a alimenté de choses qu'on. Mais Dynasty, pour moi, c'était essentiel, quoi. Il a fait un travail d'histoire, quoi. Tu vois. C'est la fondation de tout le monde. Ouais. Très simple. Ça sert DJ, ouais. Enfin, non, mais même pour des rappeurs. Même pour des rappeurs qui ont écouté. Je me souviens, moi, même sur Radio Nova, où ils faisaient une série où ils mettaient des instrus pour qu'on puisse. On enregistrait parce que c'est une galère d'avoir des instrus à l'époque. Donc, d'accord. Mais à quel moment, toi, alors, tu vois Megahertz, tu vois Dynasty, à quel moment tu te dis, tu sais quoi, je vais essayer. Alors moi, je suis déjà un peu DJ, en funk. Ah ouais? Avec mon beau-frère, je fais déjà un peu. Moi, j'ai toujours commencé à mixer. T'as déjà des platines? Dans des garages. J'ai mixé dans des garages. Mais t'as des platines? Alors, j'ai eu la première fois des platines. Au début, j'avais des trucs cassettes où je faisais des montages cassettes. Et après, j'avais une petite platine qui n'était pas une platine pour scratcher, qui n'était pas la Technics, qui était une platine un peu de merde qui coûtait pas cher, tu vois. Ouais, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai commencé à mixer aussi dans des soirées pour faire danser les gens, moi, avant de faire du scratch, par exemple. D'accord. Donc, moi, faire danser les gens, c'est un truc qui... C'est vrai, j'ai pas cette image, genre que c'est tout à fait... Alors que tes mix, ils sont abusés. Ouais, et puis c'est mon truc. Ouais, je sais. Parce qu'il y a passé de la musique aussi, et puis il y a amené les gens sur la piste, quoi. Il y a des gens qui me connaissent pas la technique, tout, mais moi, c'est la passion de la musique et faire la technique de faire danser les gens. C'est pour ça que je scratch pas beaucoup souvent quand je fais des soirées. Je considère que le scratch est à bon escient. Exactement. Et que l'important, c'est que les gens passent un bon moment, surtout si tu n'es pas dans le commercial et tu n'es pas dans des choses évidentes, faciles. Ouais. Il faut quand même... voilà. Donc, c'est un savoir-faire qu'il faut acquérir. Donc, voilà, le DJing, il m'intéressait pour ça. Toute cette énergie que ça a amené. Le concept du get down par Dynasty, de remixer les breaks de batterie, la folie de découvrir les originaux que le mec a mixé, tu vois. Donc tout ça a été lié, tu vois. Ça t'a amené à... On se prenait la tête. Hein. Quand je vois maintenant, tu as un accès illimité à tout. Tu peux taper l'histoire du truc, tu vas avoir tous les noms qui tombent. À l'époque, on n'avait rien. Je vois un truc tout con. C'est aujourd'hui, le DJ va mixer. Il a son petit MacBook. Nous, à l'époque, il fallait prendre tes caisses de vinyle, les compagnies. Oui, déjà, fallait déjà trouver les disques. Ouais, déjà. Tu vois, moi, je vais te dire, des fois, je poste sur Instagram des vinyles. Ouais. Je mets la pochette, je mets le nom, je mais le hashtag avec le nom du morceau. Le mec, il me dit, c'est quoi le nom du morceau? J'ai envie de l'insulter. Je lui dis, gars, lis au moins l'hashtag. Regarde, je t'ai mis la pochette, tu vas même pas chercher le truc. C'est quoi ton Instagram? Nous, on était là à se dire, mais c'est quoi ce disque? On n'a pas le nom. Des fois, on repérait la pochette. Tu te souviens qu'il y a des DJ qui mettaient des trucs par-dessus pour pas qu'on voit le nom, en fait. C'est des petites... Et en plus, on est de cette culture où quand on possédait un vinyle, on balançait pas. On balançait pas le nom. Alors maintenant, je sais que la musique appartient à tout le monde, faut mettre le tracklist, c'est un truc, on est dans cette ère. Et bon, oui, c'est un point de vue qui se défend, mais nous, on est de cette culture où les mecs, ils cachaient. Ils cachaient, ouais. Moi, ça veut dire que j'ai entendu des choses et j'ai pu avoir le vinyle 4-5 ans après. Et ce vinyle, il a fait ma vie derrière, tu vois. Et des fois, je ne l'ai même pas eu. Ouais, j'ai même repêché des trucs récemment parce que je ne les avais pas touchés à l'époque. C'est ça. Donc, voilà, c'est quoi ton Instagram? Crazy hashtag BNN. Hashtag? Ouais, enfin, le tiré du bas, ouais. Putain. C'est pas hashtag tiré du bas. Parenthèse. Donc Crazy B en bas, BNN. Ouais, parce que j'ai pas réussi à me faire certifier sur Instagram en essayant. Ça, c'est pas normal. 2 fois. Ouais, je sais pas, il faut des connexions. On va y travailler. Ouais. Et après, je m'en passe très bien. J'ai vu que maintenant, tout le monde paye pour être certifié. Donc ça sert à rien. Payer, parce que je crois que c'est plus possible, mais il y a une grosse partie qui est partie. Il fallait t'abonner par mois. Ouais, c'est ça. Ouais.
Enfin bref. Bon, bref. Alors, DJing, tatati, tatata, hip-hop. Là, tu es toujours à plaisir. Ouais. À partir de quand tu commences vraiment à prendre tes techniques, c'est à dire, on va faire un truc sérieux? Bah, c'est le Graal, d'avoir les techniques. Donc, Bah oui. moi, j'allais au Globo voir Dynasty. Ouais. Donc, je suis de cette école Globo. Moi, j'arrivais à 22h30, quoi. J'étais à l'ouverture de la porte parce que de Dynasty, ils commençaient à jouer dès qu'il y avait la première personne qui rentrait dans la salle. Ils jouaient. Moi, c'est la première fois que je voyais un DJ. Il faisait 6h, 7h de mix, ce gars. C'est ouf. En Non, mais c'est un vinyle, truc de ouf. C'était un truc de fou. Il arrivait avec ses... Et il mettait une ambiance de fou. Donc, dès qu'il y avait quelqu'un dans la salle, il commençait à jouer. C'était son... Et donc, moi, il mettait beaucoup d'ultimate break au début, de trucs, tu vois. Et ça, c'était mon... Donc, je venais tôt pour écouter ça. D'accord. Et c'est là où tu te dis, où tu vois les techniques, les platines qu'il utilise. Tu te dis... Ouais, bah, ça devient un rêve, tu vois. Tu vois un mec utiliser le truc, le mec que tu kiffes. Donc, voilà. Après, je sais plus à quelle époque je les ai eus. D'accord. Mais je les ai eus... Et ton aventure Tu commences avec Rapsonic, je crois, ton aventure hip-hop, un peu rap. Dans le hip-hop, il y a le 78, donc ça part de la funk où je rencontre Phil. Le hip-hop arrive après. Avec Phil, on rencontre Cool MC. Big Red. Big Red, à l'époque, c'était pas Big Red, mais voilà. Et donc, ça devient mes frères de son, et c'est avec eux qu'on fait toutes les soirées. Et il y a aussi Gérald, qui est le beatmaker de La Rumeur, Soul G. Gérald. Ouais, bah, Big bien up sûr. Gérald, il y avait Mehdi aussi, Cool M. Ouais, grave, ouais. Et donc, on est les mecs du 78. Gérald et Mehdi, ils sont déjà là, à l'époque de Rapsonic? Oui, bien sûr, ils sont là dès le début. D'accord. Donc, première fois que je rencontre, par exemple, Soul G, qui est Gérald, il a une petite réalistique, la table de mixage, et puis il s'était fait installer un cut, tu vois. Ouais. Avec les lines, tu vois, c'était plus, on n'avait pas de, c'était pas les faders, c'était le cut. Et je dis, putain, mais comment il a fait ça? Donc, je vais le voir, j'ai fait ça avec mon père, son père qui touchait au truc. Et j'ai dit, ah ouais, tu peux m'en faire. Donc il m'en a fait un, et puis voilà, on s'est connecté, on s'est fait plein de soirées dans le 78. Je veux dire, on a été très actifs, ce qui n'est pas toujours raconté dans les histoires du hip-hop. Ouais, mais c'est pour ça. Qui est très parisien, quand même. L'histoire, elle tourne en province, il y a toujours eu des choses. Toujours. Je suis allé à Marseille aussi au tout début, où on parlait déjà d'Ayam, alors qu'ils n'étaient pas connus. Voilà. Il y a tellement de trucs. Mais voilà, on était dans les ambiances à plaisir, à faire les soirées avec les mecs de trap, avec les embrouilles, avec tout ce qui va avec. Mais c'était une pure énergie. Et puis après, on est allé un peu à Paris voir comment ça se passait. Vous êtes déjà Rapsonic, là? Ouais. Alors, Rapsonic, ça va vite. Hein. On commence à faire des concerts en 87. En vrai. Genre, on tourne dans des cafés-concerts, tu vois. D'accord. Allez, Elancourt, on fait des concerts, en vrai. Donc, moi, platine, avec un bassiste, un batteur et les 3 rappeurs. Ouais. Il y a des images sur le net. Tu tapes Rapsonic au Bilbo, je crois que ça s'appelait. Ah, charmé. Ok. Bah, je vais le faire, je vais regarder. Ouais. D'accord. Et là, après, vous allez à Paris. Donc, à Paris, vous vous confrontez à Paris, on y va parce que c'est l'énergie, que c'est obligé. Et puis les concerts, les trucs. Et puis, il y a aussi les autres groupes. Là, après, vous frottez à un autre truc, quoi. C'est le hip-hop parisien, quoi. C'est un autre délire. Ouais, c'est le niveau, quoi. Puis c'était une compétition à l'époque. C'est ça. Donc, c'est vrai, quand tu venais de banlieue, tu passais un peu pour le provincial, quand même, un peu, pour Paris, tu vois. Ouais. Ils avaient un peu d'avance. C'est vrai que les disques, les trucs, tout venait, c'était un peu plus centralisé. Et tu avais des acteurs qui avaient de l'avance, en vrai, sur les choses, tu vois, qui avaient plus de liens avec les États-Unis. Grave. Mais nous, on était tout autant investis à la même période, en vrai, au final. Et quand tu fais tout ça, là, bon, toi, t'as bossé T'as bossé dans des trucs normaux, enfin, à part la musique ou pas? Alors non, j'ai essayé, enfin, non. En vrai, on a essayé de me placer dans des choses, mais j'ai vu tout de suite que je pouvais pas bosser. Mais de quel ordre? C'était genre quoi? J'ai bossé dans un truc de montage audio de bande pour de la pub, pour faire tu sais, des trucs de RTL, tout ça, des stages, parce que c'était lié musique et machin. Ça l'a pas fait? Non, j'ai appris le montage. Tu vois, ça veut dire que je découpais les bandes, donc je m'en suis servi plus tard, tu vois. Mais en vrai, le concept de me lever
pour quelque chose, aller au même endroit tous les jours, déjà dans ma tête, c'était pas possible. Donc c'est la seule expérience professionnelle que tu as eue à part la musique? Vraiment, ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Et ça a duré combien de temps cette histoire? Moi, j'ai fait l'armée genre à 18 ans pour m'en débarrasser. Toi, j'ai fait 1 an d'armée. Parce que je me suis concentré sur les platines. Je bossais 8-9 heures. Donc, je t'avoue que mes parents étaient assez paniqués. J'y arrive. C'est quoi la vision des parents quand tu... La vision des parents, c'est qu'à un moment, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont dit, bon, on a essayé des trucs, mais voilà. Mais en même temps, il bosse 8 heures, 9 heures sur son instrument. Donc, il voyait le travail, en vrai. Il voyait la passion et le travail que j'avais. Donc, à partir de là, ils ont dit, ils ont fait un pacte de « on lui fait confiance ». Ah, ça veut dire que en te voyant travailler, ils pouvaient se dire il va y arriver dans ce domaine-là. Ils ne se sont pas dit c'est un glandeur qui fait rien. D'accord. Ils se sont dit c'est un truc de fou, il n'arrête pas quoi. Et c'est une chance parce que je sais que ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça du tout même. D'habitude, donc moi j'ai eu des parents très très ouverts là-dessus. Mon père est très créatif aussi, on échange encore, on fait des choses ensemble, tu vois. J'ai eu cette chance en vrai. Et c'est vrai que c'est une vraie chance parce qu'à un moment on essaie de te mettre dans des trucs. Ouais. Et moi, je pouvais pas, l'énergie du hip-hop, tout ça. Et j'ai commencé à gagner vite de l'argent en faisant des soirées funk avec mon beau-frère, par exemple. On se partageait un peu d'argent. Avant même le... avant même le... Donc, j'avais déjà un peu... voilà. Mais je pouvais pas faire autrement, ouais. J'étais un cancre à l'école, quoi. Je comprenais pas... Non, c'est pas un cancre dans le sens où je comprenais pas à quoi ça servait. C'est qu'à mon avis, c'est le modèle scolaire en lui-même qui était pas... Ouais, je comprenais pas. Ouais. Je voyais des profs, j'ai dit mais je veux pas être comme eux. Non mais je sais pas, ouais. En tout cas, j'ai fait l'armée pour m'en débarrasser et me dire maintenant après je fais mon. T'es libre. Je suis libre, voilà. Ouais. J'ai toujours eu un instinct de liberté. Toujours, ouais. C'est pour ça que ça m'a porté préjudice et en même temps ça m'a donné ma force aussi parce que le monde fonctionne pas vraiment comme ça, tu vois. On a besoin de te mettre dans des cases. Hein. Et comment dirais-je? Et donc. Rhapsonic, ça dure combien de temps? Les dates, je sais pas, mais... Non, mais en gros, sans date, 2 ans, 3 ans... Je sais pas, ils ont sorti leur truc en 89, on va dire, en 80... Alliance Ethnique, c'est quoi, 90 fin 90. 90, donc on va dire... après, moi, ça a commencé tôt, donc je sais pas, de 84 à... Après, quand c'est... 84, c'est déjà Rhapsonic? Ouais, je suis déjà avec eux, quoi. D'accord. 85, 86... D'accord. Je te dis, on s'est connus par la funk, après il y a eu le hip-hop, ça a été vraiment... Non, parce que y a du fait que vous soyez actif dans le 7-8 pendant si longtemps, après, si tu analyses un peu les membres du groupe, il y a eu des gens importants dans ce mouvement, dans Rhapsonic quand même. Dans le 78, ouais. C'est grave. Eu, hein. Bah ouais. Donc, et dans le 78 en général. Et dans tous en vrai, un peu partout. Après, il y en avait qui étaient plus mis en avant parce que c'est sur Paris, il y avait Radio Nova, par exemple. C'était plus dur pour les banlieusards d'y aller ou de passer. Voilà. Après, il y avait déjà des émissions. Moi, je me rappelle d'LBR, DJ LBR, qui faisait Radio Star, tu vois. Alors, je sais plus dans quel coin paumé, dans un centre commercial et qui œuvrait pour le hip-hop aussi. Mais un peu plus, du coup, c'était un peu plus les banlieues et un peu plus les gens comme nous. On avait fait un truc avec Rhapsonic. Là-bas, il y avait Lilian Hameau aussi, des mecs, tu vois, il y avait des mecs aussi qui avaient des émissions. C'était moins important, c'est venu un peu... Quand tu fais Rhapsonic, 87... Alors les dates, moi je suis pas précis. Non, mais attends. T'as déjà commencé les DMC? Alors, mon premier DMC, mon premier championnat, c'est la Coupe de Paris. C'était où? Le fameux, je sais pas si vous avez vu, Le Monde de demain, non, allez-y, Montmartre. Le Monde de demain, la série où NTM fait son premier concert. Ah ok, d'accord. Donc il fait son premier concert dans ce lieu et c'était la Coupe de Paris au final. Ils en parlent pas dans le truc. C'était le premier concours DJ qui était mené par Dynasty. Ça veut dire qu'on a envoyé, c'était la première fois, on envoyait à Dynasty les cassettes audio pour se faire sélectionner. C'est là où j'étais là, Clyde, Cut Killer, j'en oublie, hein, je crois qu'il y avait Koulem aussi qui a participé. Cut, il a avoué qu'à cause de toi, elle a arrêté DMC. 7 ans d'affilée, t'avais gagné, il a abandonné. Il a bien fait. Non, mais il a bien fait parce qu'il a pris une voie que j'ai pas pris aussi. Cut, il a une histoire qui est aussi énorme
pour le rap français, toute la force qu'il a mis. Ouais, bien sûr, voilà. bien sûr. Il a compris que, oui, que c'était pas son truc. C'était pas là où il allait. C'était pas, ouais. Ouais, même pas. C'est qu'il avait peut-être des ambitions un peu différentes. Non, mais il le dit lui-même. Hein. Il le dit lui-même qu'il a compris que son truc, c'était pas ça, en fait. Ouais, et exactement. Qu'il a pris. Mais par contre, il en a fait. Moi, nous, on se voyait, toi, avec Cut. J'allais chez lui. Et quand il a fallu monter des trucs un peu de DJ, il m'avait branché sur un truc basket NBA, tu vois. Bon, je voyais que c'était pas son truc, tu vois. C'était parce qu'il avait 10 000 trucs à faire, le gars. Il faisait la mixtape en même temps. Il était chez lui. T'as connu à Strasbourg-Saint-Denis. C'était une folie. Le mec, il bossait tout le temps. Il dormait pas. Donc, c'est un bourreau de travail aussi. Il n'est pas arrivé sans rien. Quand on voit les gens de votre niveau... on travaillait. Ouais. Le travail. Et le DMC, donc après... Alors, le premier championnat, c'est la Coupe de Paris. Donc, j'arrive... j'envoie ma cassette à Dynasty, toi, c'était la pression, parce que Dynasty, c'était c'est le patron, tu vois, c'est le mec qu'on écoute, c'est le truc. Donc. Et puis, un jour, il me rappelle et il me dit t'es sélectionné. J'ai dit comme un ouf. Donc, pression, et on se retrouve donc à Élysée-Montmartre où il y a des groupes de rap, je pense qu'il y avait Assassin, et puis il y a une thème qui passe pour la première fois. Voilà, c'est cette époque, donc c'est 89, ouais. Et on fait ce championnat où il y a Clyde, Cut Killer et le DJ de Sarcelles, j'ai oublié. Gesh, ouais. Gesh. Ouais. Et qui a mis une claque à tout le monde. Moi, il m'a mis une claque. Sérieux ? C'est lui qui gagne ? C'est lui qui gagne. Il arrive, le mec, tout le monde dit il a pas de platine, il s'entraîne chez un pote, tout. Il arrive avec une choupe à choups. Et le mec, il fait des trucs. Il m'a toujours marqué, en vrai, tu vois. Ah ouais, charmé. Ouais. Il m'a... un tueur. Genre trop à l'aise, il faisait une loupe, il faisait un truc, je sais pas, il avait une facilité. Ouais, mais il a toujours un look de ouf, en fait. Ouais, je sais pas, j'ai jamais suivi. Après, je l'ai plus vu, en vrai, ce gars-là, j'ai jamais compris. Il a fait que la Coupe de Paris. Ouais, je crois. Peut-être il a fait d'autres trucs, mais après, il s'est dit, je vais faire autre chose. D'accord. Mais doué, quoi. Plus que doué, c'était... Tu dis, le mec, c'est un Solon, carrément. Tu vois, et puis il avait tout le public avec lui. Non, il a mis... J'en ai un super souvenir, peut-être je reverrai la vidéo, mais en tout cas, le mec, l'attitude, et ce qu'il a fait, c'était sûr que c'est lui qui avait gagné. Tu finis combien de cette... Et donc, moi, j'arrive, mes gars, j'étais en panique. Bon, déjà, j'arrive, le blondinet... C'est un peu genre, ouais, fou, tu vois. C'est genre, t'as la pression, c'était comme ça que ça marchait. Ah oui, à l'époque, ouais. Et j'arrivais même pas. Tu tremblais ? J'arrivais pas à poser. Parce que j'avais des scotch, tu vois. J'arrivais pas à poser mon sillon sur le premier disque. Avant même de commencer, toi, tu prépares. Ouais. C'est Gérald qui est venu et qui me l'a posé, quoi, tu vois, sous le jet, quoi. Qui me tenait les disques à l'époque. Et je me débrouille. Bon, voilà, vite fait. Mais c'est un peu c'est pas terrible, quoi. D'accord. Et je vois le niveau, je vois un peu tout le monde. Il y a Clay, il y a quand même des trucs. Donc, les premiers contacts avec les DJ. Ouais. Donc après, je me dis, bon, faut taffer, quoi. Tu vois, il y a du taf. Et puis la scène, quoi. C'est la première fois que je me confrontais. C'est pas évident. Hein. Tu es dans ta chambre et d'un coup, tu arrives, même si tu fais des booms de temps en temps et tu fais danser les gens, c'est pas la même, tu vois. Puis c'était Puis il y a une pression en plus. Ouais, t'avais une dingue. Ouais. C'était bon. Et après, donc, je fais le premier DMC, je pense, en 90, dans la boîte Le Bobino à Montparnasse, là où il y avait un avion. Je ne sais pas si tu as connu cette boîte. Tu parles du Bobino ? Ouais, Bobino. D'accord. Et donc, c'est 80. Et là, c'est DJ Max qui gagne. Moi, je dois être 4e ou 5e. Il y a Jimmy J aussi. Il y a Clyde encore, il y a Cut, je pense qu'il y avait Cut aussi. Là, enfin bref, il y a tout, il y a même Guts. Mais non. Je crois qu'il y a Guts à cette époque. C'est comme ça que j'ai connu Guts. C'est en championnat en vrai que j'ai connu Guts. Guts qui est l'un des membres fondateurs d'Alliance Ethnique. Qui était le beatmaker d'Alliance. Et voilà. Donc j'ai fait la connexion avec Guts à partir des championnats. C'est comme ça qu'on s'est fréquenté. Je suis allé le voir. C'est d'ailleurs Guts qui te parle d'Alliance Ethnique. C'est Guts qui me parle d'Alliance Ethnique. C'est ça. Mais nous, on se voyait de temps en temps. Je venais, tu vois, en tant que DJ, on s'échangeait des trucs, on scratchait ensemble, on faisait des... C'est marrant. Ouais, et c'est lui qui m'en a parlé. Ouais. Et après ça, c'est le Palace, c'est ça ?
Et après, voilà, il y a le Palace. Donc bon, je fais ce championnat et là, je me dis, gars, faut être sérieux, là. Fini de rigoler, quoi. Il y a du niveau, tu vois. Faut péter le truc, là. Il faut t'énerver, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, j'ai travaillé à mort. Le Palace, c'est marrant parce que le Palace, quand je te vois au Palace, enfin, c'était en 90, le Palace, non? Alors, le Palace, c'est 91. Non, 90. Ouais, fin 90, 91. Ouais. Parce que juste après, en fait, très peu de temps après, on commence Alliance. Et moi, quand je te vois, je suis avec mon groupe de l'époque. Et ce qui m'avait marqué à l'époque, quand je te vois au Palace, enfin, les gens pourront confirmer parce que ça continue, c'est ta chemise. Attends, je te jure. Non, mais je te jure. T'avais une chemise. J'ai dit, mais c'est qui, lui? Alors, je vais te dire la chemise, parce que j'aurais jamais mis une chemise comme ça, mais c'est ma mère qui m'a acheté la chemise et qui m'a dit, mais la chemise, ça va te porter bonheur. Sérieux? Et du coup, bah oui, sérieux. C'est ma mère, donc oui, du coup, on peut pas trop gazer, c'est ma mère. Mais je l'ai mis parce qu'elle me l'a offert, elle m'a dit... mais attends, je vois la chemise, et puis je vois un blondinet, la chemise, elle est tu te souviens... improbable, la chemise. Non, mais tu te souviens à l'époque, il y a la pression quand même. Oui. Tu vois, c'est dans le public, tout. Puis nous, on était passé juste avant. Ça s'était plutôt bien passé, d'ailleurs. Bon, pas un truc de ouf, mais plutôt bien passé. Puis je te vois, toi. Je me dis, c'est quoi, lui? Avec sa chemise, blondinet et tout. Et là, tu fais un show. J'avais jamais vu ça. Moi, en live, devant moi. Ouais, c'était... J'avais jamais vu ça de ma vie. Je dis, mais c'est qui, ce mec-là? Ouais, j'avais une énergie de ouf. Ah non, mais là, t'avais retourné le truc. Là, par contre, t'avais mis les gens avec toi, là. Oui. Là, t'avais retourné le truc. Et le hasard fait que quelques mois plus tard, on se retrouve ensemble dans le même groupe. Et là, c'est ta première victoire, en fait. Ouais, de champion de France, ouais. Et après ça, tu gagnes tous les ans. Donc, je fais champion de France. Ouais, après ça, je fais 7 ans de suite. Où je défends mon titre à chaque fois. Là. Et donc, on va revenir à Alliance Ethnique. Quand Guts te parle d'Alliance Ethnique, moi, je me souviens... Parce qu'on avait commencé Alliance Ethnique avec Guts. Dis-moi si je me trompe. On avait un concert à Meaux. Ouais, c'est à Meaux, je suis venu vous voir. C'est à Meaux. En vrai, il me parle du groupe. Je sais plus s'il me fait écouter un truc ou... En tout cas, pour que je sois allé à Meaux, il m'en a parlé. J'ai peut-être même écouté. Je sais pas s'il y avait un truc quelque part. Peut-être une démo. On avait un Tascam. Ça, j'avoue, peut-être qu'il m'a fait écouter des trucs. Et en tout cas, je suis allé voir la démarche de Amo, d'aller vous voir. Bon, en sachant que j'allais voir souvent aussi Amo Lilian, DJ Damage, avec son émission de radio. Et puis je passais des week-ends chez lui après derrière. Tu vois. Donc je suis allé vous voir en concert et j'ai kiffé. Non mais, attends, parce qu'il y a des choses que tu sais pas. Guts nous dit, il y a Crazy B qui vient nous voir, parce qu'il nous avait dit. Je dis, mais Crazy B, le mec du Palace, avec la chemise. Il me dit, ouais. C'est un truc il aura la même chemise. Attends. C'est un truc de ouf. Et je me souviens, j'étais sur scène, t'étais dans le public, et je voyais que toi, en fait. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il était comme ça. Tu sais, il s'est dit, je vais venir, je vais mettre la pression. Il était comme ça. Non, mais je te jure. Oui, mais... T'étais debout. Non, mais tu t'es pas dit ça, mais t'étais comme ça, et t'écoutais. Vous voir. Et t'étais comme ça, tac, tac, tac. Et puis après, voilà, on s'est vus. Et tout commence là, en fait. En fait, pour nous... pas tout de suite, je crois, mais après le concert... Ouais, on me propose après. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais pas venu pour être... Non, mais c'est le commencement du truc. À la base, je suis pas venu pour être le DJ. J'étais venu parce que Guts me parlait. Je trouvais ça vraiment cool. Du coup, je pense dans sa tête, peut-être que... Ah ouais. Et après, on m'a fait cette proposition. Bah, alors, je sais... Avec un beau contrat, d'ailleurs. Je me souviens de la propale, elle était magnifique, avec beaucoup d'argent. Il y en a eu beaucoup. Ouais, il n'y avait pas de contrat au départ, mais... Non, il n'y avait pas de contrat au départ parce qu'il n'y avait pas d'argent. Bah non, il n'y avait rien. Et c'est un peu... Et c'est vrai que bon, j'ai dit tout de suite oui, parce que en vrai, en voyant, c'était tout à fait la vibe. Ouais. Bah, j'étais en accord avec le truc. Hein. C'était une bonne vibe, et en plus, comment dirais-je... Et puis du coup, on a commencé à faire des scènes. Et je me souviens d'une scène... Je sais pas si tu vas t'en souvenir. Il n'y a que toi et moi, en fait. Et on est à même le sol. Et tu as les gens qui sont juste devant nous. C'était à la loco. Oh la vache. Tu te souviens pas de ça? Pas vraiment. Il y a tout le monde. Big Red était là aussi, je me souviens.
il y avait tout le monde. Mais en fait, on était là, rap, je suis là, les mecs, ils sont là, ils sont devant, ils sont comme ça. Tu vois? Ouais, à l'époque, quoi. Je vois très bien. Ouais, voilà, à l'époque. Et comment dirais-je? Et on a commencé à faire des trucs comme ça. Et je crois que sur scène, ça a connecté tout de suite parce qu'on a commencé nos délires de fast avec. C'était la grande époque. C'était la grande époque. DJ MC, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et parle-nous de ton expérience Alliance Ethnique pour toi. Parce que il n'y a pas qu'Alliance Ethnique. Après, tu as eu d'autres expériences tout aussi bien. J'en ai eu un peu avant avec Rap Sonic aussi. On en a parlé, ouais. C'était différente. Ouais. Et Alliance Ethnique, donc, on est dans une sorte d'énergie. Moi, c'était exactement ce que musicalement, tu vois, des influences. Ça sortait aussi un peu de NTM, d'Assassin, tu vois. Il y avait un parti pris qui me plaisait bien, tu vois. Et puis il y avait un délire un peu Jazzy Jeff, French Prince aussi, dans nos rencontres et dans le fait qu'on se lâchait, quoi, et qu'on faisait de la performance. On s'est fait connaître Regardez ses doigts, il fait toujours des trucs de DJ comme là. Attends, non mais ça, il peut plus s'arrêter. Tu sais, quand tu scratches, tu fais ça, et il fait toujours ça en fait. Non, vas-y, continue. Et il y en a, ils se grattent les couilles. Et putain, je sais plus. Ouais. Jazzy Jeff. Ouais, on est dans cette culte. Donc moi, avoir Fresh, un MC avec qui je peux, tu vois, être dans l'interaction de fou et qui c'est fait naturellement avec toi. Ouais. Et du coup, on est rentré dans un truc de performance. C'est ça. Et on a éclaté les gens de dingue, quoi. C'est ça. Dans Les gens l'underground. se prenaient des trucs, ils disaient mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Ouais. Et ça a commencé un peu comme ça, ouais. Oui, ça a commencé que comme ça. Ça a commencé. Et d'ailleurs, on a signé grâce à la scène. C'était que grâce à nos performances scéniques, en fait. On n'a pas fait de démo. Non, c'est vrai qu'on a complètement signé. Je me rappelle de la première partie de IAM. Et Naughty. Et Naughty. Alors ça, c'en est une autre. Il y en avait eu deux. Ouais, alors, je les confonds peut-être, mais il y en a une où les deux, on a dû éclater. Les deux, on les a éclatés. Mais je me souviens que Luca était venu à Naughty. D'accord. Ouais. Mais il y avait deux Burtel à IAM, exactement. Exactement. Et du coup, on a fait jumper toute la salle. Montmartre. On était une première partie. Hein. Ça veut dire que ça se fait pas d'habitude. Hein. Mais c'est un peu gênant, limite. Ouais. Et on a fait ça. C'était une pure énergie. Les gens. On n'avait pas de disque, on n'était pas signé. Ça commençait à parler. Ouais, ce groupe. Et ça a commencé à lancer les choses. Et c'est grâce à ce genre de choses qu'on s'est retrouvé dans une position où on s'est retrouvé avec les maisons de disques qui venaient nous voir alors qu'on n'avait pas fait de démo. Grave. C'est génial, tu vois, le truc n'existe plus maintenant. C'est exceptionnel. Donne-nous 2 anecdotes, une personnelle et l'autre professionnelle, où tu as vraiment senti qu'on t'a manqué de respect en tant qu'individu. Parce que le nom du podcast, c'est respect, mais c'est bien de balancer et de se dire... Manque de respect. Des mecs qui sont venus, alors je me rappelle plus précisément, tu vois, mais des mecs qui sont venus me donner des leçons sur le hip-hop. Et qui ont découvert le hip-hop avec Cypress Hill, quoi. Donc c'était, voilà, je trouve, bon, manque de respect, je m'en remets, tu vois, mais le mec, je l'ai recadré et j'ai peut-être pas été le mec aussi sympa qui pensait, voilà, je lui dis, gars, t'es gentil, tu vois, mais c'est juste parce que il y a le manque de respect, c'est ça. Il y a un minimum, bien sûr, ouais, t'as raison. Tu dis des choses, mais il faut savoir à qui tu les dis. Ouais, t'as raison. Et me fais pas passer pour ce que je suis pas, surtout. Ça, j'aime pas. Après, le manque de respect... Dans le monde professionnel, dans le monde de l'industrie de la musique, est-ce qu'on t'a manqué de respect? Pas tant que ça, parce que je suis un peu... T'as vu, je suis un ovni, moi. Je suis un peu dans mon coin. Ouais. J'étais dans tous les trucs professionnels, tout ça, mais j'ai jamais fait copain avec les gens. Ils me prenaient... Je sais pas comment ils me prenaient, du reste, les gens, un peu comme... un mec à part, mais j'ai toujours essayé de garder une intégrité, pas me fourvoyer, j'ai jamais pris de cocaïne de ma vie, j'ai jamais marché dans les soirées bizarres ou les trucs, j'y suis allé, mais t'as jamais bu d'alcool? Si, j'ai bu de l'alcool. Ah, pardon, ok. si, non, non, mais ce que je veux dire, je suis pas rentré dans un truc, ça m'est jamais monté à la tête. Ben, je sais, oui. Je suis resté toujours très centré sur ma passion, sur ce que j'aimais, j'ai toujours continué à avancer pour ça.
et garder ma liberté de penser, ma liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Avec du recul, enfin, moi, personnellement, Alliance Ethnique, c'est une expérience de ouf. C'est un truc... c'est dingue. J'en retiens que du positif parce qu'on a fait le tour du monde, on a fait des trucs de malade. C'est quoi, toi, ton souvenir d'Alliance, toi? C'est ça, mais tu vois, il m'a fallu un peu de recul. Forcément, bah oui. C'est que j'ai toujours avancé et j'ai mis le passé, c'était le passé pour moi, tu vois. Et à un moment dans ta vie, tu te poses et tu reprends les choses, le fait de reprendre contact, de revoir, d'oublier un peu les histoires à la con, de groupes, d'hommes, de relations, de trucs, et de te dire effectivement, mais c'est une dinguerie. C'est ça. On était à New York avec les meilleurs ingénieurs, on était dans les meilleurs studios, on a croisé des têtes de l'époque genre improbables. C'était une folie, on faisait des clips de malades. C'était une folie, tu vois. Et on était emmenés dans ce truc-là, et c'est vrai qu'avec on se rendait pas compte à l'époque, tu vois. Non. Nous, on était dans notre délire, on y allait. Moi, si, on se rendait compte qu'on kiffait, tu vois. Mais voilà, on était dans l'énergie, ça avançait. Mais c'est avec l'âge, et tu prends du recul, et tu reviens sur ce que tu as fait. Tu te dis, waouh. C'est chaud, hein, ouais. Il n'y a pas que Alliance, c'est une vie entière de musique, tu vois. Mais Alliance, c'était... Quand tu focalises sur Alliance, c'est un truc de malade. Alors moi, je pense que tout ça, je l'ai assez bien géré. J'ai toujours considéré que c'était un bonus. Je me suis dit, la vie, elle sera pas toujours comme ça. Tu vois ce que je veux dire dans la musique? C'est une chance. T'as raison. Et je me suis toujours dit que c'était un bonus. C'est pas quelque chose qui va durer éternellement et qui va me mettre dans une position... Et c'est parce que c'est un bonus que je l'apprécie autant, en fait. Parce que c'est une anomalie, en fait. Bah ouais. Tu vois, normalement, la vie, elle est comme ça. Mais oui. La vie de la majorité des gens, elle est comme ça. Tu vois. Et nous, on a fait ça, puis on est resté là, puis après, on est revenu comme ça. Mais c'est aussi nos prises de risques. C'est aussi de ne pas rentrer dans le moule. C'est aussi faire ce qu'on a fait. Ouais, c'est s'investir, travailler autant. Tu n'arrives pas non plus, c'est pas que du hasard non plus. Ah non, c'est beaucoup de travail. C'est un destin que tu travailles. Et à un moment, c'est vrai que tout le monde n'y arrive pas. Donc, t'as vu, c'est un déclencheur. Hein. Il se passe un truc et tu rentres dans quelque chose. Enfin, le succès d'Alliance, c'est la radio, tu vois. Mais avant, on avait déjà œuvré depuis 5 ans à éclater des scènes, à faire parler de nous, à travailler sur le toit. On n'est pas un groupe. Il y a des gens, je pense, qui ne savent pas. Ils pensent qu'on est arrivé avec un tube. Non. Tu vois, alors qu'on a un vrai passif hip-hop, en plus, tu vois, dans l'attitude. Mais le pire, c'est qu'avant d'avoir un succès radiophonique, on avait un succès dans ce qu'on appelait l'underground avant. Bien sûr. Avant toute chose. Oui. Donc, j'ai envie de te dire, on a presque fait les choses par étapes, en fait, tu vois. On les a fait par étapes. Donc, c'était une belle récompense aussi. Super. Mais je crois que, en fait, le succès d'Alliance Ethnique, il fallait qu'on soit ces personnes-là ensemble à ce moment-là. Stop. Tu peux pas refaire l'histoire. Hein. Tu peux pas, tu vois, t'en enlèves une, t'en rajoutes une autre, tu peux pas. Il fallait ces personnes-là. Et puis il y a un timing aussi. C'est ça. Tu sais, quand on a fait ça, on a vu respect. Les gens voulaient entendre ça. Ouais. Vous voulez entendre un morceau comme ça en rap français. Ouais, c'est ça. On l'a pas fait pour ressembler à un autre. Non. Bah non, parce qu'il y avait pas. C'était un bon timing. Nous, on n'a pas calculé. Non. On a balancé notre vague. Par contre, les gens, ils l'ont entendu à la radio. C'est devenu une folie. Ouais. Tout le monde voulait écouter ça. Tu vois, ils ont. La vibe, quoi. Alors, on peut dire, commercial, truc. Ouais, bon, c'est un classique, gars, en vrai. Quoi que t'en dis, c'est un classique. C'est là où tu te rends. Parce que la définition du commercial, c'est de faire un coup. Mais quand le morceau dure dans le temps, c'est pas un coup, c'est un classique. Donc c'est la définition même du classique. Et comment dirais-je? Donc ça, c'est une belle... Mais tu sais, un truc que les gens ne savent pas sur toi, c'est que à des échelles différentes, tu as été à des initiatives de groupe qui ont tout le temps marché. C'est vrai. Qui ont tout le temps marché. Rhapsonic, on dit oui, non. Ils ont signé, vous avez fait un truc, ça a marché, et puis vous étiez actif dans le 7-8. Alliance Ethnique, on connaît l'histoire. Birdie Nam Nam. Birdie Nam Nam, ouais. C'était aussi improbable. Ça m'a fait penser à... On est parti de ma chambre, Birdie Nam Nam. Des DJ qui refont des trucs, des sons, qui font des scènes, qui font... Et tu vois, c'était la même énergie. C'est vrai? Bah ouais, parce que moi, Birdie Nam Nam, je ne savais pas... Personne ne savait qu'on allait arriver à quelque chose. On était là dans le pur instinct, ouais, tu vois, dans l'envie créative. Aucun objectif.
Aucun objectif. Et c'est en faisant la création, en avançant, en se disant, ouais, tu vois, il se passe un truc, tu vois. Et là, on commençait à visionner, à se dire, mais putain, on tient un putain de truc, en vrai. C'est chambé. On se disait même, je me rappelle, on faisait des trucs, on va finir au Zénith. Tu vois, ce qu'on a fait, on a fini au Zénith. Et c'est une grande fierté, Birdie Nam Nam, parce que c'était très underground dans l'esprit. Bien sûr. C'était pas à coup de maison de disques. Non, mais c'est une niche, ça c'est vrai. C'était une niche au départ, et ça s'est passé dans mon appartement. C'est une histoire de vie aussi, tu vois, où le premier album s'est fait comme ça, et puis c'est parti assez vite. Dès qu'on a fait le premier album, on a commencé les lives, et les gens sont venus assez rapidement, même si c'était pas des grandes salles, mais on a rempli très rapidement. Et puis le truc a fait que grandir. Alors, après, il y a eu le business, il y a eu les gens de la musique. Tu vois, quand tu as de la force, tu commences à générer de l'argent, on vient. Tu as les tourneurs, les trucs, les escrocs. Voilà. C'est une grande histoire comme ça mériterait d'être raconté quand même, parce que c'est comme Alliance, c'est plein de rebondissements et plein de choses. Ouais. Mais de toute façon... Mais c'est une intention vraiment spontanée. Personne n'aurait misé là-dessus. Ah, moi je confirme. Je vais te dire qu'il y a Albert, il m'a appelé. Allez, poche le balance. Le pauvre Bertrand, mais bon. Et il me dit, Nico, qu'est-ce que tu fais avec ton groupe là? Tu vas pas faire du scratch tout le temps. Tu vois, il comprenait pas que je le fasse. Et là, j'ai compris que j'étais pas comme tout le monde. Parce qu'elle avait pas la vision. Voilà. Je veux dire, ouais, et puis moi, j'étais spontané. T'avais ton truc. Tu vois, non, mais la vision, elle venait un peu après, au final. Non, mais toi, t'as pas besoin d'avoir la vision. Toi, tu fais le truc. Voilà. Voilà, toi, tu fais le truc, et puis après... Oui, et les gens qui font pas, souvent, sont gênés par ceux qui font. Mais non, c'était plus... Ils comprenaient pas, tu vois, et c'était bienveillant. Ils venaient pour moi pour dire, fais gaffe, tu vois. Non, mais bien sûr que c'est bienveillant. Mais moi, ça m'étonne pas qu'il ait pas la vie. Attends, c'est dur quand même de voir le truc. Quand tu vois Birdie Nam Nam. Mais tu vois, c'est fou, c'est comme Alliance au début, c'est pareil. On part de quoi? De rien, d'un MC, DJ, d'un beatmaker. Non, c'est vrai. Tu vois, on n'est jamais arrivé en se disant on va faire un tube pour se faire connaître, et on n'a jamais été dans... Et moi, j'ai jamais été comme ça dans mes projets. Je dis toujours cette anecdote où, je sais pas si tu te souviens, mais le premier contrat qu'on signe, on avait une clause qui disait si on vend pas 40 000, c'est dead, c'est mort. Bon, tu vois, ça veut dire... Voilà, non, la vision, on l'avait... Nous, de toute façon, on faisait ça pour exister. On faisait le truc... Bon, on était avec ça, on faisait ça, on était sincères. C'est ça. Après, on rentre dans l'industrie, c'est autre chose. Après, c'est un autre délire. Et donc, de toutes tes expériences, de toute façon, avec du recul, que du positif. Ouais. Bah oui, moi, je garde que le positif. C'est bien. Ma vie. Ah non, parce que j'en ai eu de négatifs, je pourrais me plaindre, mais moi, je me plains pas parce que j'ai une vie merveilleuse. D'expérience, qu'elle soit dure ou truc, par rapport à d'autres, jamais je pourrais me plaindre. Je me dis, déjà, j'ai pu réaliser des choses vraiment super et top. Et surtout faire ma passion, et j'aime pas suivre les règles, et en même temps arriver à... Voilà, j'ai 2 victoires de la musique, une avec Alliance dans mon groupe Alliance Ethnique, et puis une avec Birdie dans le groupe Birdie Nam Nam. Je trouve ça incroyable, tu vois. Exceptionnel. Bon, je cherchais pas ça en plus, hein, mais voilà. Mais je pense que ces trucs-là, tu les as quand tu les cherches pas. Donc, on a vu toutes ces étapes, tous ces groupes. Moi, j'ai un sentiment, Nico, je te le dis franchement, c'est que dans l'histoire du DJing en France, t'es pas placé là où tu dois être. Et je pense que l'histoire, elle doit être dite parce qu'à un moment donné, alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que tu vas me corriger, mais j'ai l'impression que t'as des gens qui refont l'histoire, quoi. Qui mettent... tu vois, t'as un puzzle... T'as une pièce qui est là, qui rentre pas vraiment, mais on force un peu, on va la faire rentrer. Ouais, mais non, mais c'est celle-là qui vient là, en fait, tu vois. Et je me trompe si je te dis ça ou pas? Alors, chacun son histoire. C'est vrai qu'il y en a, ils ont tendance à effacer les histoires des autres. Ouais. Moi, je suis pas de cette nature, et je suis même pas dans la nature de raconter la mienne, vraiment. Tu vois, là, bon, c'est la miche. J'ai toujours été, c'est la miche. Mais j'ai toujours été très humble par rapport à ce que j'ai fait. Ce qui m'a mis moins en avant naturellement, tu vois, c'est juste mon attitude qui a fait qu'on parle peut-être moins, ou je suis un ovni. Il y a des gens, ils me connaissent d'une période, ils savent même pas que j'étais dans Birdie Nam Nam. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas... Et puis j'étais beaucoup dans des groupes. J'ai œuvré pour des choses où c'était pas centré sur moi.
C'est vrai. Tu vois, donc ça aussi, ça donne un aspect qui va un peu partout. Mais moi, c'est ce qui m'apporte en vrai. C'est la richesse, les échanges, faire des nouvelles choses. Tu vois, moi, j'aime la nouveauté. En vrai, j'aime qu'il se passe des trucs. Tu vois, artistiquement, en tout cas, c'est la base. J'arrive pas à être arrêté. Donc, j'ai pas eu un truc de légende qui a pas bougé. Tu vois, comme des DJ qui sont en place, comme je sais pas, t'as Laurent Garnier, par exemple. Tu vois, c'est un mec qui vient. Il a son modèle qui est établi depuis le début. Tu vois, moi, j'ai une histoire quand même. Bon, je suis allé un peu partout, quoi. Je te donne un exemple. On peut pas parler d'IMC sans parler Crazy B, par exemple. Bah, pourtant. Tu regardes les DMC officiels, les Instagram, on parle pas beaucoup de moi, très peu même. Bah, tu vois, donc, non, mais c'est une blague, en fait. Non, mais soyons très clairs. Moi... C'est une blague ou c'est voulu, ou c'est juste... Moi, j'ai toujours vu dans ces trucs-là qu'il y avait des intérêts, qu'il y en avait qui se gonflaient entre eux, que, toi, on créait les battles entre tel pays, et puis qu'on mettait que des fois, c'était pas juste des jugements artistiques, en vrai, qu'il y avait quelque chose en plus, tu vois, ouais. Qui faisait que peut-être c'était pas toujours très juste. Non, mais je veux dire, juste le DMC France, tu l'as porté sur tes épaules pendant pas mal d'années, quand même. Ouais, j'ai mis un niveau, ouais, c'est sûr. J'ai fait respecter la France à haut niveau. Quoi. Mais grave. Ouais. Mais tu sais, quand je poste des choses, alors qu'on me raconte pas, moi, quand je poste des choses, j'ai toujours plein de gens à cette époque, à la VHS. Après, j'étais pas tout seul au DMC. Il y a quand même des DJ dans tous les sens. D'autres qui ont marqué une petite période, mais qui ont été quand même des tueurs. Tu vois, il y a de tout. Hein. Mais je vois que quand je poste, c'est pour ça que je me mets à poster, parce que quand je tapais Crazy B, il n'y avait rien qui sortait. Je le fais pas par ego, mais je me dis, j'ai envie de poster les choses, raconter l'histoire. J'ai envie que mes enfants, peut-être plus tard, en tout cas, ils ont accès à ce que j'ai fait, dans quoi je me suis investi. Et du coup, les gens apprécient beaucoup de revoir en plus les vieilles vidéos, de voir c'est un art qui s'est un peu perdu, tu vois. En tout cas, notre époque, c'était un art, c'était tellement de travail, des vinyles, ça sautait, c'était des trucs. Tu vois, ça allait loin, on voit, dans le délire. L'investissement, c'est comme des MC qui écrivent et qui tchatchent, quoi. Donc, c'était beaucoup de choses. Moi, j'ai donné beaucoup à ça, et pendant encore longtemps, et encore maintenant, tu vois, je suis capable de faire encore des choses. En tout cas, moi, je vais te dire un truc. Et puis, tu sais, on se tire pas les pompes, on n'est pas comme ça, mais je trouve qu'on attribue rapidement le titre de légende à des mecs, je sais pas pourquoi, mais il y a des mecs comme toi qui le méritent plus d'une fois, et ça bégaye. Donc il faut dire les choses clairement. Et pour moi, que tu sois une légende, c'est clair et net. J'ai même pas à argumenter. Et je pense que il y a quand même des gens qui devraient remettre leur lexique à jour quand même, parce que c'est pas normal que quand on parle de DJing en France, qu'on parle pas de toi. Et moi, l'idée de t'inviter, c'est aussi parce que je peux en parler. On a été dans le même groupe. T'as toujours été le genre de mec dans un groupe qui est alors humble, c'est clair. Et puis tu sais, toujours, c'est pas la grande gueule, quoi. C'est le mec tranquille, c'est le mec cool. Et puis il y a des gens, tu vois, les gens qui font pas de bruit, les bousculent et puis ils passent devant, tu vois. Donc c'est pas parce que t'es comme ça qu'on doit pas dire les choses. Oui, et c'est pas à toi de le dire. Et moi je le dis, et puis voilà, clairement. Non, mais moi après, moi c'est un trait de caractère. C'est ça. En vrai, j'ai jamais voulu être dans. Mais c'est vrai, peut-être j'ai une tendance à faire du low profile, naturellement. Ouais. Ce que je fais un peu moins maintenant, parce que je veux montrer quand même les choses, et je me dis, c'est normal aussi. C'est de la légitimité. Quand je vois certains, effectivement, voilà. Par exemple, les 50 ans du hip-hop, personne m'a appelé. Non, mais je vois des gens faire des soirées, je dis c'est qui? Je les ai pas vus, moi, ces gens au début du c'est ouf. Tu vois. C'est ouf. Mais non, parce qu'en même temps, c'est des réseaux, tu sais pas d'où ça vient, qui a décidé, qui a ce label, 50 ans du hip-hop, tu vois. Voilà, c'est tout. Après, je me dis, de toute façon, personne ne peut effacer mon histoire. Hein. Moi, elle est là, je la raconte maintenant. Il y a deux choses. Ne pas la raconter, c'est l'effacer. Voilà. On est archi d'accord, voilà. Et ça, je suis d'accord avec toi. Et il y en a, ça gêne. Je pense que j'ai gêné beaucoup de gens aussi. Et pourquoi? Je sais pas, parce que je suis peut-être un peu solaire et que j'ai jamais lâché. Toi, on me reprochait d'être tout le temps là au DMC. Je lui dis, mais vous avez qu'à être meilleur que moi.
Ah, bah, je sais, je me souviens. Je veux dire, à un moment, le mec qui me bat, il me bat. C'est juste, je veux pas Non, le... mais c'est vrai. à Je le cette laisse époque. pas à quelqu'un. Quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle génération intéressante ou que moi je joue truc, voilà, j'ai dit allez-y quoi. Mais avant, j'ai dit, moi, je suis désolé, ça m'habite le truc, j'ai envie de le faire quoi, tu vois. Ouais, ouais. J'ai des idées dans la tête. Puis t'as quand même. Enfin, on a fait. C'est le championnat du monde de DJ qu'on fait ensemble, c'est le premier qu'on fait. Ouais. T'as fait celui-là, t'en as fait encore un autre après. Enfin, t'as quand même mis le truc sur la carte, quand même, quoi. Ouais, mais t'as vu comment j'étais moi quand on faisait les championnats. Bah oui. Je rigolais pas. Ah non, non, non. J'avais les Lascar là. Bon, Kamel c'était pas le pire. J'avais Faster J. Ah ouais, ouais. Mais Alors attends un peu, on va raconter une anecdote de ouf. là, j'ai le rep. Mais vas-y. Strasbourg. Attends, Strasbourg. Championnat de France à Strasbourg avant d'aller au championnat du monde. Parce qu'il fallait gagner les Il championnats n'y de avait France. pas ça ici à l'époque. Je Tu sais, ça ici. je C'est à sais son plus. âme d'ailleurs. Ouais, ouais. Vas-y, raconte. Donc on s'entraîne, donc faut faire rendez-vous, Kamel, Faster J. En gros, je monte quand même les shows à 80%. Il réglait tout. Il réglait tout. Il mettait tout le monde d'accord. C'est un Ah, voilà. peu tout, voilà. Mais donc j'étais super investi, moi. C'était des trucs et je voyais. Et là, c'est Strasbourg. Ouais, on passe en, je sais plus quand, machin. Et là, Qu'est-ce qui se passe? je vois arriver avant qu'on monte sur scène. Après s'être entraîné, on est sur scène pour ce championnat. Je vois Faster J arriver, qui avait picolé. Comme faire, ouais, Nico. Et je fais, oh, c'est chaud. Et Kamel qui arrive, bon, on démarre le truc et c'est n'importe quoi. Genre, ça va pas, tu vois. Genre, je vois l'autre qui truc. Mais tu t'es pas vénère. Et là, je me vénère et je coupe le truc. Ouais, c'est ça. Je dis, il y a un problème technique. La vérité, je l'avoue, j'ai dit qu'il y a un problème technique. J'ai attrapé les deux. J'ai dit, écoutez-moi, vous me faites rater le champion. Ouais, je me souviens. J'ai mis une pression aux deux. Ouais, je me souviens. Qu'est-ce que vous faites, le truc? Oh putain, on a recommencé, on a fait le show nickel. Ah, je me souviens. Non, mais un vrai coup. Non, parce que lui, en fait, c'est son truc. Ouais, voilà, j'étais investi. Nous, on est là pour amener une valeur ajoutée, mais c'est son truc. On est là pour le supporter, en fait. Et quand il nous parle, parce que là, tu le vois, il est mignon, mais quand il se vénère, il devient rose fluo. Il s'est vraiment vénère. Non, mais il rigolait pas. Il fait, les mecs, ça c'est du sérieux, c'est du boulot. On rigole pas. On est remonté sur scène. Attends, moi, j'avais rien fait. C'était pas moi qui t'ai bourré. Non, mais bon, c'était le bordel. Mais oui, voilà, bon. c'était le bordel. Un peu. Non, parce que ça part en fou rire. Quoi. Non, mais ça part en fou rire, c'est normal. L'autre, il est bourré, il voit pas le scud. Mais tu vois, Ouais, mais c'était pour dire que moi, j'étais en décalage dans mon truc. C'est pour dire que j'étais super sérieux dans mon taf et dans ce que je voulais faire. C'est pour ça, quand je revois mes vidéos de maintenant, même d'IMC, que j'ai un peu dit, tu vois, je les revois, je dis, ah ouais, quand même. Non, c'était sérieux. Non, c'était très, très sérieux. C'était sérieux. Puis je me souviens, les répètes, t'étais... Quand tu présentais le show, on fait ça, c'était bon, c'était millimétré, quoi. Ouais. Il y avait rien au hasard, en fait, non. tu vois. Donc, non, c'est ça c'est cool, je me souviens. Mais voilà, c'est pour dire que c'était, c'était un peu grosse anecdote. Il y a une deuxième question qui revient tout le temps, qui est donc récurrente. C'est ton rapport à la spiritualité et au divin. Alors, moi, je suis pas croyant dans la religion des hommes, on va dire. Mais j'ai une sorte de forme de spiritualité naturelle, on va dire. Je pense que quand tu fais du bien, il y a du bien, ouais. Quand tu fais du mal, il y a du mal. Alors, ça fait pas de moi quelqu'un de bien, mais j'ai cette spiritualité. Je crois en quelque chose. Je crois aux anges gardiens. Je crois à des choses qui, tu vois... Tu crois au mal, tu crois au mal aussi? Je crois au mal. Je l'ai vu, je crois. Je te confirme. Quand tu le vois, tu sais que ça existe. Et voilà, donc j'ai un truc qui me met pas dans la religion des hommes, telle qu'elle est avec... voilà. Ça. Par contre, je respecte tous les gens... Bien sûr. De tous bords qui sont religieux et qui pratiquent bien leur religion, à bon escient, on va dire, et ça reste très personnel. En vrai, c'est quelque chose de personnel, la spiritualité. Complètement. Moi, je vais te dire, si je dois te parler d'une religion que j'ai, c'est Star Wars, quoi.
Mais ouais. Mais Star Wars, pour moi, c'est ma religion. Le bien, le mal, c'est avec Star Wars que j'ai mis ça. Les Jedi, les Sith, ouais, ça paraît fou, mais finalement, quand on analyse, c'est très proche des religions. Ouais. C'est très proche de plein de choses. Moi, je soupçonne qu'il s'est inspiré des religions pour faire ça. C'est pas soupçonné, c'est une évidence. Oui, non, mais c'est... Donc, j'aime bien ce côté-là. J'ai été, toi, le bien, le mal, et je l'ai vu aussi dans ma vie, et je sais... Donc, j'ai une forme de spiritualité qui est un peu naturelle. Je ne suis pas terre à terre dans le sens où j'aime bien aussi les choses qui, tu vois, je crois en des choses qui... Il t'est déjà arrivé des trucs, des expériences surnaturelles On m'a déjà sauvé, moi. Je me suis retrouvé dans des situations, ça a joué à 2-3 secondes, et tu vois, comme souvent des sensations d'ange gardien. Ou des ressentiments, tu vois. Je rentrais dans un endroit, genre dans une soirée, j'ai un truc avec LBR à Rouen, on rentre dans la boîte, je fais Bertrand, je la sens pas la soirée. Il me dit mais si, ça va être bien. Attends, on joue, le truc se remplit, mais un truc caillera, tout. Et lui il commence à jouer, je crois que je joue, je mets un 10, 2 10, et là ça part en bagarre générale de fou. Ça commence à lancer les trucs partout, ça tire, on se retrouve avec Bertrand. Ouais, je t'avais dit. Et j'ai des... Il me dit ah ouais de fou. C'était vraiment. En fait, je me suis retrouvé dont j'avais des ressentis. Carrément, j'arrivais dans les lieux, tu vois, je me dis je le sens pas, tu vois. J'avais plein d'ambiances comme ça. Après, j'en ai connu beaucoup aussi, tu vois. Faut se dire que nous, quand on était DJ, on a vécu des trucs de dingue aussi. Ouais, c'était chaud. Des embrouilles complètement ouf. Hein. Ah ouais. D'accord. C'était mais voilà, après je pense que moi je suis pour le respect des gens, je pense que j'aime pas les gens qui humilient les autres, j'aime pas ceux qui pensent être au-dessus. C'est pour ça que j'ai du mal que ça soit des gens qui ont fait des choses et qui se vantent, et tu vois, moi je suis un peu il y a personne qui m'impressionne vraiment, tu vois. Je respecte les gens, mais je suis pas impressionné par un déballage je préfère les gens simples qui qu'on fait les choses, mais qui restent... Exactement. Tu laisses tout le monde. Tu laisses ce qui a été accompli parler pour toi, quoi. Ouais, j'aime bien la justice, en vrai. J'aime pas trop l'injustice, mais comme ce monde est complètement injuste, j'ai fait comme j'ai pu. Mais t'es un peu musulman, quand même, des fois. Parce que des fois, tu sors des trucs... plus que certains. Ils prétendent l'être, ouais. Peut-être. Non, je veux pas dire ça. Je suis loin d'être parfait. Hein. Non, je rigole. J'ai aussi des mauvais côtés, des trucs... C'est très... Mais par contre, je nuis pas aux autres, tu vois. Je veux pas faire du mal à quelqu'un, j'aime pas... Mais t'as jamais été comme ça. J'ai jamais été. Non, t'as jamais été comme ça. C'est pas dans mon ADN. Non, t'as jamais été... Mais c'est tellement une qualité que c'est justement quand t'es comme ça qu'il y a des gens qui profitent du truc, en fait. Tu vois ? Après, j'ai pas l'impression qu'on ait profité de moi parce que... Par exemple, quand j'ai... Oui, il y a toujours des choses... de toute façon, c'est toujours... dans la vie, on a profité de moi par ma bienveillance, par tout ce que j'ai apporté. Mais c'est aussi moi qui me laissais faire, en vrai. C'est veut dire que tu peux être comme ça et puis mettre des règles à un moment et dire au mec... Oui, mais parce que t'es pas quelqu'un qui est dans le conflit naturellement. Alors, je règle les conflits, moi. C'est ça ? Bah voilà. Moi, c'était tout mon truc. C'est pour ça que Birdie Nam Nam a existé. C'est pas... je pense que j'étais essentiel à Birdie Nam Nam parce que je gérais les conflits entre tout le monde, tu vois. Et qu'il y avait des jeunes fous, tous ensemble, tu vois, et que j'étais un sorte de pilier qui arrivait à comprendre à comprendre tout le monde, tu vois. Donc, j'ai cette faculté à comprendre tout le monde et à arranger les problèmes, tu vois. Et pas le voir que d'une vision. C'est pour ça que j'aime pas la pensée unique, j'aime pas ce qui se passe en ce moment. Faut choisir ton camp absolument. Je pense que c'est le pire du pire. Ouais. Si tout le monde arrivait à réfléchir en pensant à ce que ressent l'autre et pourquoi l'autre ressent et le truc, tu peux régler des conflits. Ça s'appelle un peu la diplomatie, mais ça, c'est un peu mort, tu vois. Ouais. Mais par contre, tu payes un peu de faire ça aussi. Tu te mets dans un rôle où... Du coup, toi, t'es central, et puis tout le monde vient de te raconter ses conneries, ses problèmes, ses trucs. Ouais, mais ça va aller, parce que toi, tu visionnes la suite. En vrai. Ouais, c'est ça. Tu visionnes le résultat. Comment tu te sens, là, aujourd'hui, à notre époque, au jour d'aujourd'hui? Comment tu te... Alors, j'essaye toujours d'être dans ma force.
et pas déprimé. Alors, évidemment, tout le monde déprime. Quand tu es artiste, tu as des hauts, tu as des bas. Mais j'essaie de garder une énergie. Je pense que c'est très important dans un monde qui va... Si on doit parler du monde, je trouve que c'est une catastrophe. Mais je pense qu'on est en transition de plein de choses. Et que c'est important de garder sa lumière. Que chacun garde sa lumière. Et que chacun continue à parler à l'autre. Et qu'on arrête un peu de... Qu'est-ce que tu entends par transition ? Ah bah, je pense que le monde change profondément. Alors, géopolitiquement, déjà, c'est une évidence, tu vois. Ce qui a été établi pendant des années, je pense qu'il faut accepter que c'est plus du tout la même. Et donc, ça crée des guerres, ça crée des conflits. Mais je pense qu'il y a une transition de civilisation, il y a des choses très importantes qui se passent. Mais que je ne contrôle pas. Et juste à mon petit quotidien, j'essaye de garder le truc, parce que le côté se diviser pour mieux régner, là, j'ai jamais vu ça en ce moment. Et puis maintenant, tu es jugé sur un poste. Ouais, ça c'est vrai. T'imagines ? Ouais. Ah ouais, c'est T'imagines ? vrai. C'est fou. Hein. Ouais. Tu choisis ton camp avec un poste, quoi. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est le pire de l'humanité, ça. Ah ouais. Ouais, c'est chaud. C'est très chaud. Très chaud. Et on va vers quelque chose qui va... Après, voilà, c'est le monde de maintenant, on va pas le refaire. Ouais. Les téléphones, les réseaux sociaux, ça a du bon, mais en même temps, à mauvais escient, ça n'a pas... voilà. Mais j'ai l'impression qu'on crée un peu du chaos volontairement pour resserrer tout ça après. Mais ça, c'est mon avis. Donc, je dirais aux gens, évitez de vous diviser trop. Et puis, c'est super anxiogène, ça en fout les gens aussi, hein, de voir des choses. C'est la justice du monde, tu vois, on la voyait moins avant, on vivait avec. Putain, ça existait, je veux dire, les génocides, les morts, les peuples qui se tuent, les guerres, enfin, c'est là depuis toujours. Je pense que les gens, ils doivent retrouver leur vérité du moment aussi, tu vois. Dire bonjour à leurs commerçants, dire bonjour aux gens, laisser la place dans le bus. Ça, c'est des trucs qui ne se font plus. Moi, ça me choque. Des basiques, en fait. Vieux, ouais, des basiques. C'est peut-être là où là où j'apprécie les musulmans, c'est les valeurs, en vrai. C'est quand il y a des valeurs, en vrai. Ouais. J'apprécie les valeurs. Ah ouais. Ouais, tu veux revenir aux fondamentaux, en fait. Bah, socialement, comment tu veux faire autrement ? D'un côté, je vais pas donner raison à un mec qui agresse une autre personne, tu vois, même si elle a les meilleures raisons du monde, tu vois. D'un autre côté, je peux comprendre certaines personnes pourquoi ils en arrivent là, tu vois, tout est... Ouais. Mais il y a un moment, tu es obligé, je sais pas, on a tous des enfants, tu vois, ce que je veux dire, il y a un moment, on fait des familles, on a envie de vivre dans quelque chose où au moins socialement, ça se passe correctement. Après, dans la vraie vie, tu as vu, tu changes les réseaux, tu as l'impression que c'est déjà le chaos absolu, tu vois. Quand tu sors dans la rue, tu relativises un peu plus. Ça dépend des endroits, mais tu relativises. C'est vrai ce que tu dis. Et on a besoin de se reconnecter entre nous, parce que ça, c'est une déconnexion. Et en même temps, je suis le premier à être... Ah ben ça, pour moi, c'est très simple. C'est le moyen d'être connecté au monde et de te déconnecter de la personne qui est à côté de toi, parce que tu es comme ça, en fait. Tu parles avec le monde, mais tu parles pas avec la personne qui est à côté de toi. Donc, moi, je pense qu'il faut pas y mettre de l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser pour montrer des choses. Il faut un détachement, il faut une distance. Il faut un détachement. Ouais. Parce qu'autrement, si tu vois, tu regardes des images dures, des trucs, tu es dans l'émotion, ta réaction va être émotionnelle. Ouais. Ouais, des fois, j'ai vu des trucs, tu vois, j'étais là, j'ai dit calme-toi, tu vois. Putain, j'aime bien comment tu parles. Non, mais t'es obligé de te parler à toi-même. Sors pas le flingue, Nico, sors pas le flingue. Mais tout le monde se parle pas à soi-même pour se dire calme-toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Mais non, c'est dangereux. Et c'est vrai qu'il faut se reconnecter, les gens, il faut voir les choses aussi. Alors, c'est des belles paroles, hein. Je sais, dans ce monde, c'est compliqué. Mais c'est du bon sens, en fait. Ouais, c'est du bon sens, et puis le quotidien, c'est important, tu vois. Et la lumière de chacun, et le respect de chacun, si on allait vers des envies d'être un peu plus agréable socialement, d'être respectueux un peu plus, sans être obligé et qu'on nous mette une amende, alors c'est encore pire, tu vois, c'est quand on te martèle d'amende de trucs, faut plus dire ça, faut faire ça. Non, ça doit être un instinct naturel, on doit l'apprendre à nos enfants. Ouais. La base de toute la civilisation, c'est les enfants. Ouais. Protégeons nos enfants. Ouais. C'est dur de voir un avenir pour les enfants. C'est dur. Hein. On va essayer de positiver un peu.
Alors, Nico, et l'amour, alors, dans tout ça? De quoi? Non, non, parce que bon... Alors, l'amour, c'est un grand concept que j'ai pas vraiment compris. C'est-à-dire? Je sais pas. Je pense pas avoir trouvé la définition de l'amour, enfin, en tout cas, entre un homme et une femme. L'amour avec les enfants, c'est un peu naturel, tu vois, tu le mets sur, bien que pas pour tout le monde, mais... Pourquoi tu penses que c'est dur c'est dur à comprendre l'amour entre un homme et une femme, ou c'est dur à Non, c'est dur d'être en symbiose, en vrai. C'est juste trouver la bonne personne qui te convient et que tu sois la bonne personne qui te convient. Moi je suis plus dans un truc, alors là, pour le coup, je suis un peu 50-50, quoi, tu vois. Chacun a sa place, mais en même temps, pas de dominant, truc, juste... une compère, quoi, et quelqu'un, tu lui fais du bien, tu fais du bien, et quand c'est la merde, elle est là, et quand c'est la merde dans l'autre sens, t'es là, tu vois, mais c'est quelque chose de naturel. Après, ça marque pendant des périodes, et puis... et ça, c'est difficile à trouver, ça. Bah, moi, je suis un peu particulier aussi, je rentre pas dans un cadre... en particulier en quoi? Avec mon âge, bah, je sais pas... Ça va, abuse pas non plus, toi. Non, mais n'abuse pas. Non, mais avec mon âge et en même temps mon état d'esprit qui est un peu quand même... Quand t'es rentré là, tout le monde a dit quel beau gosse. Non mais il y a que des mecs, génial. Bah ouais, bah c'est encore mieux quand ça vient d'un mec, c'est dur. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas mettre l'âge, ça va. Il y a pas d'âge pour ça. Ouais, mais dans ma tête, j'étais beaucoup avec des jeunes, je suis toujours à écouter des trucs nouveaux, tu vois. Donc il y a des gens, je suis en déconnexion avec eux. D'accord. De mon âge, c'est une vérité. C'est pas que je teste pas. Après, j'idéalise beaucoup peut-être aussi. J'attends un truc qui n'existe pas. Vibrer, quoi. Alors peut-être ça n'existe pas. Donc l'amour, c'est quoi? Je vois ça plus comme une complicité, moi. Et j'ai besoin de ma liberté. J'aime pas qu'on m'enferme. J'aime pas qu'on décide trop pour moi, tu vois. T'es l'artiste au sens propre du terme, en fait. Ouais, voilà. Alors ça marche bien au début. Ouais. Les femmes, elles aiment bien, puis au bout de 5, 6, 7, 8 ans, ouais. Tu deviens relou, en vrai. Ouais. Mais toi, t'aimerais trouver ton pendant, trouver tu vois, j'aimerais finir ma vie avec quelqu'un, bien sûr. Parce que t'es assez solitaire, quand même. J'ai toujours été un peu autiste sur mes platines aussi, c'est vrai. Ouais. Donc c'est pas solitaire parce que j'aime bien les gens. Socialement, j'aime aussi partager des choses avec les gens. Mais c'est vrai que là, je me suis un peu écarté. Mais je suis bien seul aussi. Je le vis pas mal. C'est peut-être ça le danger, tu vois. C'est que quand tu t'es fait casser les bonbons, pour rester poli, et t'es tout seul, bah t'as une force, tu vois. Un homme qui se relève tout seul, c'est bien aussi, tu vois. Et moi, je le vois un peu comme ça. Mais tu sais... Et que ça arrivera après, on va le reste. Être heureux seul, c'est une réussite, déjà. Très peu de gens sont heureux seuls. Il y a des gens qui supportent pas la solitude. Ouais. Ah non, moi, ça... Ont besoin de présence, qui ont besoin de monde. Après, j'ai mon fils qui a 7 ans, donc j'ai refait une paternité à un âge... Je fais dédicace à Elliot, là. Non, mais ça me fait du bien, tu vois. J'aime ça, tu vois. Élever un enfant, il y a des gens, j'aime pas l'enfant au début, c'est chiant. Moi, à partir de 6 ans, je suis là, je dis, je comprends pas, gars, c'est kiffant un enfant du début à la fin. Moi. En plus, ça passe tellement vite, ça évolue. Ouais. Donc j'aime aussi, j'ai quand même 5 enfants, tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais. Donc, j'ai fait des vies. Je suis resté 17 ans avec la première mère de mes enfants, donc moi je cherche un truc sérieux avec quelqu'un. Avec 5 enfants, t'as une petite notion de l'amour quand même. Tu me connais, je suis pas. Non, mais je suis pas un mec qui va à gauche, à droite. Non. Voilà. Pour moi, j'essaye d'être. Et j'attends la même chose de l'autre côté. Pas toujours. Ouais, bon, je pense que c'est de plus en plus dur en général, en fait. Ouais. Et puis le monde de maintenant. C'est ça. Je veux dire, t'es sur le marché, je dis à mon âge, parce que tu récupères les femmes de ton âge ou même un peu plus jeunes, 47 ans. Tout le monde a eu de l'expérience, tout le monde est allé sur les réseaux, tout le monde est perdu, quoi. Tu vois, c'est plus pareil, quoi. C'est un peu différent. Et puis tout le monde veut une plus-value à quelque chose, tu vois. Autrement, il préfère rester tout seul dans son mode. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, les couples sont de plus en plus difficiles à se former parce que les gens se surévaluent de plus en plus.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils demandent des choses qu'eux-mêmes n'ont pas. Moi, je veux que mon mec il soit comme ça, comme ça, comme ça, alors que moi-même, je ne suis pas comme ça. Tu vois, et si tout le monde restait à sa place, la nature ferait bien les choses. Ouais, mais c'est un avis. C'est aussi la société qui donne beaucoup de choix, qui donne des illusions de choix. Alors ça, moi, je pense que c'est la base du problème. Et la base du problème, bah, on revient avec Internet, avec les réseaux sociaux. Oui, c'est que on a l'impression qu'on a une multitude de choix. Alors qu'en fait, il y a 0 choix. Il y a un choix. Oui, mais je veux dire, il n'y en a pas plus qu'avant. Oui. Et c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement de choix qu'on peut passer sur le bon choix. Oh, c'est bon, vas-y, de toute façon, si c'est pas elle, c'est une autre. Si c'est pas elle, c'est une autre. Tu vois ce que... Et donc, à partir de là, moi, je pense que toutes les données sont faussées, en fait. Moi, je pense que les gens vivent plus leur vie virtuelle que leur vraie vie, en vrai. C'est ça la grande différence. Ouais. C'est que leur propre vie, elle n'est pas ce qu'elle veut obligatoirement. Ils ont l'impression d'atteindre quelque chose avec leur vie virtuelle. C'est pour ça que la métaverse, tout ça, quand on en parle, moi, ça me fait peur. Tu vois, j'ai l'impression qu'on va arriver dans un monde où ta vraie vie ne sera pas importante, puisque tu seras devant un écran, et ça va être ta vie virtuelle. C'est déjà un peu le cas, en vrai. J'ai compris ça, moi, quand quelqu'un m'a dit « Ouais, mais t'as vu, lui, il a tant de followers. » Oui, bah, pour nous, c'est lunaire, les followers. Tu vois. Non, mais pour la personne, c'était important, parce que le fait que cette personne ait plein de followers, eh ben, il représentait quelque chose, c'était sérieux, quoi. C'est du solide, en fait. Alors oui. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une vérité en soi. Pourquoi? Bah parce que tu as de l'influence si tu as des followers. L'influence dans le monde de maintenant, l'influence sur qui? Sur les gens qui te suivent et sur tes followers. Mais quel genre d'influence? C'est du fictif. Ça, c'est parce que toi, tu es dans la vraie vie, tu vois le talent des gens depuis longtemps. Ah oui. Les gens de maintenant, le talent, c'est... Ouais. Ils vont te dire, toi, t'as quoi? Ah ouais, t'as 500 likes, 600 likes sur un post. Vas-y, t'es de la merde. Ouais, c'est ça. C'est réglé. Hein. Ouais, c'est ça. Ils cherchent pas à savoir ce que t'as fait avant. C'est le monde. Mais si c'est le cas, c'est bien de pas être mis dans la même catégorie en tout cas. Ouais, alors c'est bien, mais en même temps, les marques, tout le business est autour de ça. T'es DJ, moi, t'es booké parce que t'as des followers. Ou alors parce que quelqu'un a pu raconter ton histoire et te mettre en avant. Normalement, toi, ton histoire parle pour toi. Voilà. D'où l'important de la raconter. Bah non, le fait de ne pas la changer. J'ai pas de date. Après, je fais de la musique. Moi, je compose. On va y venir. Mais j'ai dit, j'ai fait tout ça et c'est vrai que je tourne pas parce que je sais pas du reste pourquoi. Tu vois. Mais est-ce que, comme toi, t'es plutôt un mec qui tu focuses sur ce que tu fais. Est-ce que t'as un mec qui pourrait justement te trouver des dates? Parce que c'est pas ton métier, ça, de trouver des dates. Non, mais non. Les dernières, c'est moi qui les ai trouvées tout seul. Mais ouais, il faut un tourneur. Mais bon, il y a des tourneurs, j'en ai eu. Ouais, sauf que les mecs, à part te dire, faut baisser ton prix, alors que tu as fait un prix très honnête quand même par rapport à ce que tu avais, par rapport à d'autres, tu es dans des trucs super acceptables, et le mec, il fait que te faire descendre. J'ai dit non, je fais pas ça pour descendre. Je fais pas ça pour avoir un prix minable et faire plus de trucs. Je préfère moins faire, me concentrer sur autre chose. Je considère que c'est un art et que tu dois être payé à juste valeur. Si toi, déjà, t'es tourneur, tu sais pas où me placer avec toutes mes capacités, exactement, ce que je fais, et que je te demande pas un prix exorbitant, que j'ai à peu près tenu sur toutes ces longueurs. J'ai jamais fait des enflammages de prix, moi, de trucs. Tu vois, je suis resté toujours... J'ai toujours fait danser les gens, j'ai fait des soirées, j'ai été dans l'électro, j'ai touché à tout. C'est ouf. Non, mais c'est ouf. Non, mais sérieux, c'est complètement... Moi, Enfin... Mais après, j'y travaille pas. Parce que je suis un peu... C'est pas ton... Moi, te connaissant, c'est pas ton taf. C'est pas ton taf. Et moi, je vais pas vers les gens aussi, voilà. Tu me connais. C'est ça. Je suis pas... C'est mon défaut aussi, c'est peut-être pas savoir faire... tiens... Alors, j'essaye des fois, mais je me prends des vents. Alors du coup, ça me décourage. Je me dis, vas-y, je vais vers les gens. Et... Ouais. Tu vois, c'est... Non, mais c'est fou, parce que à un moment, tu te dis, ok. Moi, je me suis retrouvé en studio aux États-Unis avec des DJ qui n'ont rien fait, qui n'ont pas fait de DMC et tout. Putain, ils te connaissent quand tu leur dis Crazy Bee, mais
c'est pas possible. Aux États-Unis, tu vois, t'as pas envoyé DM, t'as rien envoyé. C'est ton travail qui parle pour toi. Et dans le pays où t'es, ils parlent pas. Tu vois, il y a un problème, quoi. Enfin bref. Si, enfin, on m'a parlé de moi, j'étais dans un groupe. Je te dis encore une fois, c'est moi qui me mets pas en avant. Il suffit de te mettre en avant. T'as 2-3 mecs qui disent ok, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais truc. Tiens, il me faut une attachée de presse, tu vois. Ça m'intéresse. En vrai, j'ai pas le culte de mon image non plus. C'est pas tout. Tu sais, je crois qu'il y a un boulot pour chaque chose. Ouais. Et ça, tant bien même que tu identifies le truc, c'est pas ton taf en fait. Non. Moi, connaissant ta personnalité, c'est pas ton taf. C'est pas ce que j'ai envie. Et voilà, mais moi je pense que c'est incompréhensible. Enfin, il y a certaines choses que je comprends pas, ça en fait partie. Je comprends pas du tout. Tu sois pas au niveau où tu dois être. Mais bon, c'est la vie. J'espère que les choses vont changer. Aujourd'hui, tu fais quoi, toi? C'est quoi ton... Alors, j'ai monté ma boîte, juste avant le Covid, la bonne idée. Ma boîte pour être indépendant, autonome et faire de la musique. Donc, je compose, je suis producteur, j'ai monté ma boîte d'édition aussi. Et donc, mon but maintenant, c'est de sortir des projets musicaux où je compose parce que c'est le truc qui me fait le plus, qui me donne le plus de plaisir, d'envie, c'est de composer de la musique. Surtout. Ouais. Alors ça, c'est le rêve absolu. Pour avoir vécu toutes les périodes, tout ça. Je suis un mec qui kiffe d'être devant son laptop et pouvoir créer chez lui, sur sa table de cuisine, de pouvoir faire son mix après, de pouvoir faire son mastering, toi, et être à fond dans son truc. Alors je prétends pas faire mieux que truc. Non. Je le fais à ma façon, tu vois. Et ça me ressemble, du coup. C'est ce que j'expliquais, c'est que faire de la musique, pour moi, c'est... le kiff, il est presque thérapeutique, en fait. Tu vois, moi, c'est thérapeutique. C'est un besoin... En ce moment. Ouais. Un médicament. Ouais, tu t'échappes, en fait. Tu sais, tu sors de ce truc où tu focuses sur autre chose. T'as des projets? Ouais, alors j'ai un nouveau projet. On a dit pas de promo, putain. Moi, je déconne. Non, mais il n'y aura pas de truc. C'est sous un nouveau nom. C'est une ambiance plutôt R&B moderne. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Voilà, et donc je suis en train de... Quand tu dis c'est sous un autre nom, c'est-à-dire? C'est un autre nom. Ce sera pas Crazy Bee, personne obligatoirement saura que c'est moi. Enfin, je le dirai, c'est pas pour le cacher, mais c'est pour pas rentrer dans le cadre... Par exemple, j'ai sorti des trucs sur Crazy Bee, j'arrive même pas à voir les algorithmes. Je tape Crazy Bee, ça sort pas, quoi, tu vois, donc ça m'insupporte. T'es sérieux? On me dit, ouais, il y a 10 000 Crazy Bee, je dis, ok. Après, t'as justement les mecs de promo, ils te disent, ah bah ouais, mais nous on s'occupe des algorithmes, alors on donne 20% et puis on va faire en sorte que ton algorithme sort. Bon, bref, je trouve ça un peu abusé. Et donc j'ai un peu envie de sortir de ça, et aussi ça me permet de créer sans penser Crazy Bee, tu vois. Sans me dire, les gens ils vont au truc. Ouais, t'as raison. Tu vois. Par contre, j'ai un projet, je veux faire un truc un peu plus club entre un peu la funk électro que je fais, un peu house, tu vois, un truc dansant. Un peu house. House, c'est house en fait. House. D'accord, donc un peu house. Ouais, enfin, danse, tu vois, DJ, j'ai déjà plein de morceaux de côté, mais j'essaye de faire... je suis producteur, éditeur de mes trucs. Voilà, c'est ça. Donc je veux les sortir, je veux qu'ils existent, je veux que les gens écoutent. Et puis moi, je balance de la bonne vibe. Je suis aussi dans une démarche de faire balancer de la bonne vibe. Ouais, charmé. Non, bah écoute, c'est bien. On a bien kiffé. Hein. Je vous dis, c'est un numéro, Pépère. J'ai fait tout ça avec des chameaux derrière. Mais tu sais quoi? C'est ton amour du Sahara, on connaît. Bah ouais, ça a l'air cool. Ah ouais. Et on veut garder avec ça c'est relax, le côté chaud. Bien. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai été plus que ravi que tu sois là. On s'en refera avec tout le groupe, parce que je pense que c'est important. Ah ouais, ça c'est important. Qu'on raconte notre histoire, et je pense qu'on va rigoler. Ça va Moi, j'ai tellement de trucs aussi dans tous les sens. Tu vois, on peut jamais parler des anecdotes. Il faut être à plusieurs pour ça. Non, mais tu te rappelles de ça, tu vois, c'est... on peut être complètement sincère. C'était prévu Alliance Ethnique, mais
Faster J pouvait pas cette fois-ci parce qu'il était en déplacement. J'espère qu'on l'aura la prochaine fois. Et en tout cas, il faut qu'on se le fasse. Voilà. Ouais, c'est une évidence. Voilà, on se le fera. Moi, j'étais ravi de te recevoir parce que, bon, outre le fait qu'on est potes, mais de dire les choses, c'était important pour moi. Parce que c'est... Il y a trop de non-dits et comme tu dis, oui, on n'efface pas l'histoire, mais ne pas la raconter, c'est commencer à l'effacer. Ouais, c'est à toi de la raconter. Voilà, c'est à toi de la raconter. Et je suis ravi qu'on l'ait fait ici. Et comme tous les invités, tu vas pas y échapper. Le mot de la fin, c'est pour toi. Donc tu dis ce que tu veux, comme tu veux. Enfin, pas ce que tu veux, parce que tu dis... Ouais, les mots de la fin, quoi. Non, mot de la fin, je sais pas, garder espoir, parce qu'en ce moment, c'est pas facile. Et penser à l'humanité, à nos enfants, et à ce qui va se passer pour eux derrière, surtout. Et puis se parler aux gens, se respecter, c'est important. Voilà. Comment tu t'es senti dans ce podcast? Très bien. Écoute, j'aurais pu rester. Je commençais à me lâcher là, mais ça s'arrête. Non, très bien. Au début, c'est bizarre, tu vois, Kamel qui t'interviewe, mais bon. Ouais, on a eu un démarrage un peu difficile, mais. Ouais, mais pas tant que ça au final. Ça aurait pu être pire. Hein, ça aurait pu être pire, je confirme. En tout cas, je te remercie. Bah, merci à toi, en tout cas, ça me fait plaisir que tu aies voulu axer sur mon histoire. Ouais, très important pour moi. Et je vais te le dire, pas que pour moi, même des gens dans l'équipe, il y a des gens qui comprennent pas. Alors moi, quand ils me demandent comment ça se fait, je sais pas, ce que moi-même, je comprends pas. Et c'était important que les gens le sachent. Ouais. Après, comme je te dis, c'est parce que j'ai pas axé beaucoup sur moi, j'ai été dans des groupes, j'ai été un peu partout. Les gens connaissent pas la totalité de l'histoire, il y a très peu de gens qui connaissent la totalité de l'histoire. Mais ça n'enlève pas tout ce que tu as fait. Non. Non. Tu vois ? C'est pour ça que je suis à l'aise face aux autres. Hein. Je suis pas... Et si à partir de ce podcast, tu reçois des propositions, je te donne un pourcentage. Bon, ça me paraît évident. Hein. Bon allez, je te remercie. Merci à toi. On vous embrasse. Et longue vie au podcast qui s'appelle Respect, bah ouais. Tout ça. Parfait. Et on se revoit très vite pour un prochain numéro. Ciao. Respect. 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 Respect.